s'habiller, mais il faut porter des habits que vous avez l'habitude de porter. Il faut que je fasse une répétition. Parce que par exemple, quand vous mettez votre cravate là, alors que vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous savez, ça peut vous bloquer psychologiquement. Parce que quand par exemple la chose vous est nouvelle, parfois il vous sera un peu difficile d'être à l'aise. Parce que par exemple, quand on vous dit de bien s'habiller, cela ne signifie pas que forcément ça va être peut-être des super-sang et des cravates et tant d'autres. C'est-à-dire s'habiller d'une manière correcte et dont vous avez l'habitude de faire. Parce que l'intellectuel, par exemple, quand la chose lui est nouvelle, ça peut bloquer son intelligence. Donc, il faut être naturel. Si vous êtes atteint d'une myopie ou bien de la presbytie, mais il faut porter des lunettes, sinon vous ne verrez rien du tout. C'est évident. Maintenant, il ne faut pas porter des lunettes pour porter des lunettes, pour frimer. Il ne faut pas donner l'impression d'un frimeur quand même. Si vous n'avez pas l'habitude de porter des lunettes, mais ne portez pas des lunettes, sinon vous risquez d'être gêné. Vous ne pouvez pas, par exemple, trouver la chambre fermée et vous demandez à ce qu'on vous donne l'autorisation d'entrer et vous entrez en laissant la salle ouverte. Ce n'est pas logique. Si vous trouvez la salle fermée, après votre entrée, il faut la refermer. Parce que c'est ça la logique. Parce que tout ça, constitue donc des préalables dont vous ne pensez pas que c'est des choses que les gens tiennent compte, alors que tous ces détails-là, ça joue. Maintenant, quand vous avez trouvé la chambre ouverte, là vraiment, ce n'est pas l'appel de taper la porte. Parce que quand la chambre est ouverte, ce qui veut dire que donc l'examinateur peut voir donc tout élément qui se trouve en dehors de la classe. Maintenant là, tu vas s'arrêter juste au devant de la porte. Et si l'examinateur vous voit maintenant, il va vous demander à ce que tu viennes. Et quand vous entrez aussi, il ne faut pas refermer la salle, laissez-la ouverte. Parce que vous devrez être toujours fidèle par rapport donc à l'état de la salle. L'état dont vous l'avez trouvé. Il faut être toujours fidèle par rapport à cet état-là. Et pour être fidèle, il faut voir maintenant dans quel état vous les avez trouvés. Maintenant, là, quand vous entrez, ne fermez pas parce que c'est une salle dont vous avez trouvé ouverte. Donc, ce sont les examinateurs qui jugent nécessaire que donc, c'est par l'ouverture de la salle, peut-être que le milieu sera bon vivre. Vous pouvez, par exemple, ne pas, par exemple, tirer la chaise parce que la chaise, vous allez le trouver dans un état. Ou bien, soit, si vous jugez nécessaire que c'est le fait de tirer la chaise qui te permet de s'asseoir confortablement, mais là, pour s'asseoir, il faut attendre à ce qu'on vous demande de s'asseoir. Vous allez vous mettre debout et vous attendez à ce qu'on vous demande de s'asseoir. Maintenant, quand vous tirez, il faut faire de sorte que, si vous jugez nécessaire que c'est le fait de tirer qui va te permettre de s'asseoir confortablement, quand vous tirez la chaise, faire de sorte qu'il n'y aura pas de bruit. Et après avoir assis, maintenant vous poussez encore la chaise vers l'état initial, parce que c'est possible. Et je pense que tout cela constitue des éléments qu'il faut tenir en compte pour vraiment mettre les sens sur, pour gagner en tout cas toutes les sens qu'il vous faut. Aussi, soyez taquin devant le jury. C'est pas la peine d'être trop sérieux. Bon, c'est dû certainement au stress. Mais c'est pas la peine d'être trop sérieux. Si vous êtes de nature taquine, taquinez les membres du jury. Parce que les membres du jury, c'est des hommes et des femmes comme vous, comme moi, comme nous. C'est des hommes et des femmes qui viennent de la société, qui sont passés par là où vous êtes passés. Il faut les taquiner. Si les dames, par exemple, portent de beaux habits, il faut les apprécier. Elles aiment qu'on les apprécie. Vous savez tous que les femmes aiment qu'on les apprécie. Ça va vous faire rire, mais c'est la vérité. Il faut apprécier les dames. Ah, mais madame, vous avez une très belle mise là. Ça peut vous faire gagner des points. Hein? Ah oui, ça montrera que vous-même, vous êtes en confiance. Par exemple, quand on vous demande de se présenter, parce que qui lay pose question bi chaque jour am na lu ko intéressé am na loo xam ne moom la bëgg a xam maintenant pour nga bañ a éviter par exemple di xaabaabal bu nga xam ne day mettre peut-être l'expression en péril
parce que français c'est notre L2 ce n'est pas la langue maternelle donc ñun ñëpp kenn ku ci nekk mën nga ci def yenn fautes yi mais nag lii dafa sérieux présenté wul prénom nom lieu de naissance bi nag bu fekkee ne c'est par exemple dans les zones rurales nga xam ne c'est pas trop connu da nga ci am zone yooyu le nom ça pose problème mais nga situé ko maintenant par rapport au département léegi nga yem foofu moom bu fekkee nag daa bëgg xam si sa cursus scolaire dina leen kat mais monsieur est-ce que tu peux nous parler de votre cursus scolaire léegi nag foofu nga wax sa cursus scolaire parce que année yi soo ci dee insister parce que il se pourrait que candidat bi am ay classes yoo xam ne daf ko doubler te xam nga aussi kuy recruter aussi da ngay jël toujours les plus compétents te ñun perception bi ñu am souvent mooy quand il n'a pas doublé c'est peut-être que c'est l'excellence qui a un peu manqué mais nag boo incité wu ci année yi du mën a détecter loolu mais nag soo incité ci année yi ba wax ko année bi nga amee bac wallaahi day xool rek xam na kii ñaata yoon la doublé bu boobaa nag si ça devient multiple est-ce que bu boobaa aussi du diminuer quelque part vos chances moo tax jarul nga incité ci année vous êtes sûr de votre excellence c'est le moment de le montrer c'est une chance on veut recruter des excellences vous êtes sûr de votre excellence waxal année yi chance la ba tey rek année bi la am CFEE bi année après ci la am BFEM bi année ci la am bac ça aussi parce que il faut savoir tricher c'est par rapport aux élèves peut-être qui avaient eu peut-être quelques difficultés sur leur cursus scolaire mais quand vraiment vous avez un cursus honorable aussi c'est le moment de les extérioriser. Si aussi vous avez eu à enseigner dans le privé ou bien à faire des cours de vacances avec les élèves, c'est le moment de le dire. Moi, j'ai opté pour l'élémentaire. Le collège n'est pas mon choix. J'ai eu un penchant matinal pour l'élémentaire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai l'amour du métier. J'aime l'enfant, j'aime aider les enfants à être formés. J'aime aussi mon pays, j'aime participer au développement de mon pays. En plus de cela, j'ai opté pour l'élémentaire parce que l'élémentaire est beaucoup plus formateur que le collège ou le lycée. À l'élémentaire, l'enseignant est un généraliste. Il enseigne un peu de tout, les maths, le français, le PS, chant, tout. Alors qu'au lycée, l'enseignant est un spécialiste. Il n'enseigne qu'une matière ou bien qu'une discipline à la fois. À l'élémentaire, c'est l'instituteur qui pose les premiers jalons, qui initie l'enfant, qui l'éduque surtout. Alors qu'au lycée, il n'y a que des disciplines qui t'aident peut-être à réussir intellectuellement parlant. Parce qu'à l'élémentaire, éducation civique, bon, c'est un peu laissé en rade. Il est traité en parent pauvre, etc. Donc il faut leur montrer en quoi l'élémentaire est noble. L'élémentaire est certes difficile, rude, sacerdotal, mais c'est une étape noble qui permet vraiment à l'enseignant de participer à la formation intellectuelle, morale, sociale de l'enfant. Si par hasard aussi, vous êtes issu d'un milieu enseignant, il faut leur dire cela, il faut leur faire comprendre que vous aimiez l'enseignant, mais que le fait de côtoyer vos frères, vos sœurs, vos oncles, votre père, vos parents proches qui sont dans le milieu, a renforcé cet amour que vous aviez du métier. Il faut leur signifier que, par exemple, quand vous êtes engagé à aider votre pays ou bien à servir votre nation, je pense que la station importe peu. Donc, quelle que soit la station où vous êtes, l'essentiel c'est de mener le travail selon les règles de l'art. Parfaitement, M. Faye, vous avez parfaitement raison. Il faut leur montrer que l'instituteur, tout comme le professeur, ont la même mission. Quelle est cette mission-là? C'est d'éduquer. Donc, ils partagent le même cadre. C'est l'enseignement, c'est l'éducation. Et en plus de cela, vous avez opté pour l'élémentaire qui est, à votre sens, beaucoup plus formateur. Certes, beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus noble. Pourquoi? Parce que l'enseignant de l'élémentaire
c'est un généraliste, c'est quelqu'un qui enseigne un peu de tout. Par contre, le professeur, c'est un spécialiste. Il enseigne soit l'anglais, le français, l'histoire géo, les mathématiques. Alors que vous enseignez non seulement le français, mais aussi vous enseignez les mathématiques, vous enseignez les leçons d'éveil, vivre ensemble, vivre dans un milieu, histoire, géographie, vous enseignez le chant, le PS, donc vous êtes un généraliste. Et que vous êtes au début de la formation de l'enfant. Donc vous êtes, entre guillemets, plus méritant que le professeur. Vous êtes à la base et vous êtes en contact direct avec l'enfant, qui est l'avenir de tout un pays, toute une nation. Donc vous voyez, c'est ces mots-là qu'il faut utiliser devant le jury, pour les accaparer, pour les séduire. Oui, mon métier pêcheur, puisque tu bénéficies d'une éternelle reconnaissance de la part de tes élèves. Ne serait-ce que cela, ça mérite d'être instituteur. Ceci ajoute que on peut avancer dans le métier, on peut avoir des promotions, on peut faire des concours et réussir et devenir autre chose. Et maintenant, améliorer son salaire, son statut. Donc, l'enseignement paye bien son homme. Si. Vous pouvez leur dire que vous voulez enseigner jusqu'à la fin de votre vie. Parce que enseigner, on peut enseigner de plusieurs manières. On peut être instituteur et enseigner. On peut être professeur et enseigner, que ce soit au collège, au lycée ou bien à l'université. On peut être inspecteur et continuer d'enseigner. On peut être partout dans l'administration sénégalaise et continuer d'enseigner. On enseigne tout le temps. C'est ce qu'il faut leur dire. Il faut leur dire que je suis prêt ou bien je suis prête. Parce qu'une fois enseignante ou enseignant, je suis appelé à servir n'importe où dans le territoire national et que les enfants issus des milieux reculés ont aussi besoin d'éducation. Ils ont le droit à l'éducation dans le cadre de la scolarisation universelle. Il faut leur montrer que tu peux t'adapter, qu'importe l'hostilité du milieu, qu'importe leur langue ou bien leur mode de vie. Tout est question d'adaptation. L'objectif principal de l'école, c'est de former des types d'hommes, c'est-à-dire des hommes qui sont capables de mobiliser l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être dans des situations voulues. Donc l'objectif principal de l'école, c'est de former des hommes qui sont capables de tenir le développement d'un pays. Donc je donne un exemple. Quand tu fais une demande pour, par exemple, intégrer la fonction publique, ou bien une demande quelconque que tu adresses au ministre, ça doit passer par la voie hiérarchique. Donc en bas de ta demande, tu vas écrire l'intéressé, c'est-à-dire toi. Tu vas signer. Ensuite, à côté, tu écris le directeur, qui est ton supérieur hiérarchique. Il va signer. Ensuite, tu mets l'IF, il va signer. Tu mets l'IA, il va signer à sa place lui aussi. Et maintenant, le ministre. Donc le dossier, ou bien la demande va suivre la voie hiérarchique du plus bas, celui qui se trouve au plus bas de l'échelle, au plus haut, celui qui est en haut de l'échelle, c'est le ministre. Donc voilà. De classe multigrade quand on regroupe 2 ou plusieurs cours dans une classe. C'est ça la définition de CMG. On parle de CMG quand on regroupe 2 ou plusieurs cours. Maintenant, vous pouvez avoir quelles sont les différentes techniques d'enseignement d'une classe multigrade. Et les différentes techniques d'enseignement d'une classe multigrade sont la technique d'alternance, la technique de combinaison et la technique de décrochage. Donc voilà les différentes techniques d'enseignement d'une classe multigrade. Quelles sont les combinaisons d'une classe multigrade? Il y a ce qu'on appelle la combinaison d'étapes, et comme son nom l'indique, là on regroupe une étape. Par exemple, quand on regroupe CI et CP, là on parle de combinaison d'étapes. C'est une classe multigrade de combinaison d'étapes. Il y a également ce qu'on appelle, c'est la même chose avec C1, C2, c'est la même chose avec CM1, CM2. Là toujours on parle de combinaison d'étapes parce que c'est des étapes qu'on a combinées. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Alors, il y a également ce qu'on appelle
la combinaison contiguë. Comme son nom l'indique, c'est quand on regroupe deux cours qui sont contigus. Exemple, CP et C1. Ça, on l'appelle une combinaison contiguë, parce que l'élève du CP, c'est deux étapes différentes, mais qui se sont rapprochées. Donc, CP-C1, on l'appelle combinaison contiguë, parce que l'élève qui quitte le CP allait vers C1. Mais c'est deux cours dont les étapes ne sont pas les mêmes. Donc là, on parle de combinaison contiguë. C'est la même chose quand vous avez C2, C1. Ça aussi, c'est une combinaison contiguë. Alors, il y a également ce qu'on appelle la combinaison éloignée. C'est comme son nom l'indique, c'est deux cours mais qui se sont éloignés, qui ne se sont pas rapprochés. Exemple, CI, CM1, CP, CM2, C1, CM2. Ça, on les appelle donc des combinaisons éloignées. Ça, c'est des questions dont la réponse doit être précise. Parce que si par exemple l'élève est entré à l'âge de 7 ans, normalement c'est à 13 ans qu'il fait la classe de CM2. Mais quand vous lui parlez de que c'est à 13 ans, mais il faut lui préciser que par exemple si l'élève n'a pas doublé, parce que l'élève, quand il entre à l'école à l'âge de 7 ans et qu'il a doublé, donc il ne peut pas par exemple aller au CM2 à l'âge de 13 ans à cause donc du doublement. Alors, maintenant, les langues nationales commencent à s'agrandir, c'est-à-dire je vous parle de son apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau programme qu'on appelle la LPT, la lecture pour tous, qui prend en charge donc les langues nationales. Et que d'ailleurs, même si vous vous renseignez, vous allez constater que même jusqu'à maintenant, les enseignants continuent à recevoir de formation par rapport à ça. Donc, il faut aussi que vous fassiez très attention par rapport à ça. Si vous ignorez une réponse, mais il faut dire que je suis désolé monsieur, ou je suis désolé madame, j'ignore cette réponse, mais qu'une fois dans le système, je vais essayer de faire des recherches par rapport à cela. Bien, je vais profiter de la formation pour connaître toutes ces réponses-là. C'est pas méchant, hein? On ne peut pas répondre à tout. Alors, il ne s'agit pas de tout lire, de tout apprendre par cœur et d'aller tout réciter le jour de l'entretien. Non. Bon, je sais qu'il y a le stress, il y a l'entretien qui approche, on va chercher des documents un peu partout, des informations. C'est bien, mais il faut savoir réviser, il faut savoir faire un résumé. On ne vous demande pas de tout dire le jour de l'entretien. Non, il ne faut pas tout dire. Il faut toucher les points saillants, comme par exemple les approches pédagogiques. Vous pouvez leur dire qu'au Sénégal, trois principales approches se sont succédées. L'approche par les contenus, par les objectifs, par les compétences. Limitez-vous à cela. Ne citez pas de loi d'orientation. Non, ne donnez pas de date. Vous risquez de vous embourber. Ok? Donc, c'est pas la peine de fouiner un peu partout. Il faut chercher l'essentiel. Et c'est tout. C'est pas la peine de tout connaître. Parce que tout ce qu'on est en train de vous expliquer là, nous l'avons appris lors de la formation. Vous allez l'apprendre quand on vous formera dans les CNFP. Donc ne vous précipitez pas. Il faut savoir chercher l'essentiel. Et je répète que ce qui est recherché le plus le jour de l'entretien, c'est vos aptitudes. C'est votre comportement. C'est ça qui est évalué. Les connaissances, vous les avez déjà. Sinon, vous ne seriez pas là devant eux. Ils le savent. Même les questions relatives au système éducatif. Que connaissez-vous du système éducatif? Ça, bon. Quelques rares parmi vous recevront cette question, ça c'est sûr. Quelques rares candidats. Donc, ne perdez pas beaucoup de temps, trop de temps sur ça. Cherchez la signification de certains acronymes. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos ambitions? Quels sont les problèmes qui gangrènent le système? Grève, abri provisoire,
le déficit d'enseignants, les faibles résultats, etc. Donc ça, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça l'essentiel. Le reste, tout est problème de comportement, de langue. Là aussi où je voulais attirer votre attention, c'est par rapport donc les outils qui devraient être mis à votre disposition, parce que il se pourrait qu'on vous pose des questions auxquelles donc demande par exemple à ce que vous fassiez un petit travail par écrit. Donc amenez au moins un bloc de notes ou bien votre sac et vous allez y mettre des blocs de notes et des stylos. Parce qu'il se pourrait qu'on vous pose des questions donc qui demandent à ce qu'on écrit pour aboutir à la solution finale. Donc, il faut que vous ayez aussi un petit document et un stylo, parce qu'on pourrait l'examinateur même pour vous donner des choses qui peuvent vous servir. Donc après,